Bonjour et bienvenue à ce 7e cours de technique d'analyse en marketing stratégique. Alors aujourd'hui, on va voir un cours qui est en général pas trop aimé des étudiants. Genre, si vous me détestez à la fin de ce cours, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Il n'en reste pas moins un des modèles les plus utiles parce qu'il se base sur des données comptables. Et celles-là, contrairement à beaucoup d'autres données dont on a besoin pour faire une analyse stratégique, eh ben, elles sont accessibles à tout le monde et même aux étudiants hein, gratuitement. Donc ça c'est intéressant parce que ça nous permet de voilà, travailler sur de bases d'informations dont on est sûr de disposer, parfois un peu en retard, vu que on est censé faire sa déclaration fiscale pour une période écoulée, donc ce sera pour la période passée, mais au moins on a des données sur lesquelles réfléchir. Bon, avant de passer à ce modèle d'analyse de la performance, on va vite revoir ce dont on a parlé la fois passée, où on a vu la chaîne de valeur. Alors la chaîne de valeur, je trouve que c'est un des meilleurs modèles synthétiques qui montre bien comment une organisation est un modèle systémique hein, avec des activités qui sont chargées de créer de la valeur et des activités qui sont chargées de soutenir les activités qui créent de la valeur. Tout ça est bien sûr interconnecté entre eux et cette chaîne de valeur est aussi interconnectée avec d'autres chaînes de valeur. Ça nous permettra d'analyser un certain nombre d'aspects qui créent de la valeur dans l'entreprise. Hein, et bien sûr, quand le modèle a été fait, créer de la valeur, ça veut dire faire du profit. Hein, mais on peut aisément extrapoler ça à d'autres dimensions écologiques ou sociales. Et voilà, si on parle de créer de la valeur en termes de profit, c'est soit faire une augmentation du chiffre d'affaires en créant de la valeur pour le client, hein, soit en créant une diminution des coûts, c'est-à-dire des économies pour la firme. Tout ça, je vais pouvoir comparer évidemment avec mes concurrents, idéalement, hein, et voir que si je fais les choses mieux qu'eux, eh ben, je crée de la valeur. Et si je les fais moins bien, eh ben, j'en consomme. Voilà. Hem, que dire de plus? On a parlé, à l'intérieur d'abord des fonctions, hein, de voir comment est-ce que je pouvais faire au sein des fonctions pour voir si s'il y avait une création de valeur. Alors, bon, souvent et c'est la principale problématique, quand on essaye de faire, une analyse, interne de l'organisation, le problème, c'est d'avoir les informations. Donc, il faut toujours passer par la case je voudrais avoir ces informations. Et donc, pour les avoir, eh ben, je vais mettre en place des outils pour les mesurer. Hein, et deux outils assez performants pour faire des mesures, c'est le premier, l'architecture d'entreprise, hein, donc le business process management au sein d'une organisation. J'ai brièvement présenté plusieurs couches, mais bon, ça peut faire l'objet d'un cours à part entière, hein, facilement. On peut aussi avoir une forme de comptabilité analytique si on décide d'aller plus loin. Et aujourd'hui, on va voir qu'avec une comptabilité générale, on peut déjà faire quelques petites choses et aller regarder un petit peu où est-ce qu'on crée de la valeur. Voilà, une fois qu'on a le désir de mesurer quelque chose, eh ben, on va pouvoir l'utiliser ces mesures pour créer des indicateurs et puis comparer ça idéalement avec nos concurrents, mais c'est rarement possible. Comparer ça de manière historique ou, hein, ça a des défauts parce qu'évidemment l'environnement change avec l'histoire, ou faire une comparaison avec des best in class chez qui je pourrais éventuellement outsourcer mon activité si jamais ils le font mieux que moi. Voilà,
Donc, bien sûr, je cherche des choses qui ont de la valeur, hein, et on a compris comment est-ce qu'on faisait, qui sont rares, puisque je voudrais avoir quelque chose de plus que les autres n'ont pas, et je voudrais, dans la mesure du possible, qu'il ne soit pas capable de m'imiter ou de substituer mon offre, enfin ce qui crée de la valeur à courte échéance. Et finalement, je dois pouvoir le faire, mais ça va de soi. Et le faire. Après, on a été à un niveau plus organisationnel. Alors là, ça se corse encore un petit coup. Hem, Ce qu'on a vu, c'est que d'un point de vue organisationnel, il était légitime pour les différentes personnes, pour les différents, systèmes qui sont dans l'organisation ou pour cette organisation avec les autres qui l'entourent, avec ses clients et ses fournisseurs, d'avoir des intérêts divergents. Et donc, ce qu'on va vouloir faire pour créer de la valeur à un niveau organisationnel, ça va être de s'intéresser à l'interaction entre ces différents systèmes. Et on a vu que ben, il peut y avoir différents niveaux, hein. Ça peut être aussi bien l'interaction entre deux personnes au sein de l'organisation que l'interaction de l'organisation ou même de la filière avec la société ou la biosphère pour aller hein, aux deux extrémités finalement de cette analyse et d'intérêts divergents à tous les niveaux, hein. Donc, on veut s'intéresser à tous les niveaux et on veut mettre en place hein, une amélioration continue. Il faut dire les choses comme elles sont au niveau de ces différents niveaux, hein. Et pour ça, on a un processus qualité, hein, en général, on appelle ça comme ça, parfois un système qualité, voilà, un système d'amélioration continue, hein. Et ben, je vous ai proposé hein, une manière de vite regarder si ce processus d'amélioration continue était mature, hein. Et évidemment, l'optimum de la maturité, c'est que, le processus, d'amélioration de la qualité hem, soit lui-même, amélioré de manière continue, hein. Donc ça reste très très relatif, hein, ce qu'on veut faire. Beh, en fait, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir s'adapter de manière constante, à l'environnement. Ça, c'est être bien organisé, hein, c'est pouvoir, s'adapter, hein, à la fois, de la robustesse et de la flexibilité, hein, donc de l'analyse et du traitement des risques et de l'adaptation. Voilà, l'idéal est sur papier. Maintenant, chacun a évidemment sa recette et c'est logique puisque chacun est confronté à un environnement, et à des interactions, différentes et je vous ai proposé un modèle qui me semble assez complet, hein, le modèle Sésame, qui analyse beh, selon différentes dimensions, hein, déjà le domaine, hein, on nous propose 3 domaines ici, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en avoir plus, hein, on pourrait en avoir plus. On nous propose 3 points de maturité du cycle Business Process Management, et puis on nous propose aussi 3 points de niveau d'abstraction, c'est-à-dire à quel point est-ce que tout ça est fait dans le détail ou pas. Ok, hein, je rappelle aussi que bon, c'est très bien de venir avec des processus et des processus et des processus. Dans une certaine mesure, parfois, on a tout intérêt à ne pas trop détailler, hein. Ça, c'est le juste milieu. C'est pour ça que le management n'est pas une science exacte non plus. Ben, il y a une décision à prendre là. Jusqu'à quel niveau de détail je vais, hein. Et chose importante dont je n'ai peut-être pas parlé, d'ailleurs la fois passée, hein, dans quelle mesure est-ce que ces adaptations se font, bottom up en fait? Donc il y a toute une série de choses pour lesquelles il faut faire confiance, enfin en tout cas la théorie actuelle, hein. Il faut faire confiance pour toute une série de choses aux gens de terrain et à leur adaptation. C'est eux qui ont le plus d'informations pour pouvoir bien s'adapter, hein. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas toute une série de choses à standardiser, mais il faut bien réfléchir sur ce qu'on a intérêt à standardiser et ce qu'on a intérêt à laisser aux personnes qui sont sur le plancher de travail. Voilà. On a terminé par les stratégies génériques, hein.
Domination par les coûts, donc ça c'est finalement un produit ou un service standard fait en gros volume pour pouvoir diminuer les coûts. La différenciation vers le haut, là c'est un produit standard plus toute une série de choses que les gens qui sont fortunés, qui cherchent de la valeur, du statut social, enfin qui cherchent des choses en plus, vont vouloir. Différenciation vers le bas, standard, moins toute une série de choses que les gens qui ne font attention qu'au prix ne veulent pas. Et finalement, la stratégie de la valeur qui est une combinaison des 3 précédentes pour une cible spécifique. Hein, c'est assez important, ces 3, excusez-moi, ces 4 stratégies. Hein, je vous ai mis le petit graphe, il y en a d'autres sur le petit graphe. Voilà, il y en a surtout toute une série qui valent pas la peine. Hein, mais voilà, on les a quasiment toutes faites. Très très bien. Ben, il me semble avoir tout dit, hein, donc je vous rappelle un des meilleurs modèles synthétiques à la fois de management, de stratégie, voilà, très très bien. Allons-y pour ce modèle d'analyse de la performance. Alors, l'analyse de la performance, c'est finalement une analyse de la situation économique et financière de l'entreprise à travers une analyse quantitative des comptes, de la comptabilité générale, hein, donc des comptes légaux que toute organisation fait. Alors, c'est important l'analyse financière parce que ben, une des parties prenantes de l'entreprise, ce sont les actionnaires. Et les actionnaires, ils prêtent de l'argent, notamment dans le but d'en récolter un certain revenu. Hein, donc de toucher des dividendes, c'est un des buts. Hein, euh, il devient un peu moins important pour l'instant. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui veulent donner de l'argent à des choses pour lesquelles d'autres, ils ont d'autres intérêts, ne fût-ce que moral. Mais voilà, je sais pas, quand on a des gros gestionnaires de portefeuille, ben on leur demande quand même d'être rentable. C'est quand même le premier critère pour qu'ils puissent gérer sereinement cet argent. L'autre chose, c'est que au niveau des PME, eh ben, on a souvent pas grand-chose comme désir de mesure. Donc, je vous ai dit tous les indicateurs qu'on peut utiliser dans la chaîne de valeur, eh ben, il faut qu'il y ait un réel désir d'aller documenter ça. Et c'est peut-être pas, enfin, c'est pas toujours, en tout cas, la priorité des toutes petites entreprises. Ne fût-ce que parce que tous ces processus peuvent rester dans la tête d'une seule personne et qui peut gérer ça de manière entre guillemets intuitive ou en tout cas de tête. Il peut avoir de bonnes informations sans dépenser trop d'argent à analyser tout. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, il nous reste la comptabilité générale, tout le monde est obligé de faire, donc celle-là, on y a de toute façon accès. On va voir aussi que ça va nous permettre de réconcilier un petit peu cette analyse comptable avec les aspects qualitatifs de stratégie qu'on vient de voir au cours précédent. Voilà. Donc, cette comptabilité générale, on va l'utiliser pour faire ce qu'on appelle des ratios financiers. Hein. Donc ratio, c'est quelque chose divisé par quelque chose d'autre. Hein. Donc c'est des euros divisés par des euros. Donc en principe, c'est un truc qui n'a pas d'unité. Et et voilà, qui va simplement nous permettre de comparer différentes caractéristiques et notamment la performance économique, la viabilité hein, d'une organisation, sa prise de risque aussi. Hein. Et ça va être très intéressant. Alors, je vais vous proposer 6 déterminants, hein, je les ai mis de manière synthétique ici en bas, sous forme de 5 équations, et vous allez voir qu'elles s'imbriquent les unes dans les autres, hein, dans le but de voilà, pouvoir déterminer
in fine, la rentabilité des capitaux propres, hein. Donc c'est la rentabilité des capitaux propres, c'est voilà, ce qui amène de la valeur pour l'actionnaire. Les capitaux propres étant finalement l'argent de départ que les actionnaires ont mis dans l'entreprise pour qu'elle puisse avoir des ressources et investir comme il se doit. Alors, on peut évidemment, faire une analyse longitudinale, donc de voir au fur et à mesure des années comment est-ce qu'on s'améliore dans un cas comme dans l'autre. Il est intéressant aussi de faire, évidemment des analyses comparées et ça va être possible, je vous le rappelle, parce que on peut aller, pour autant qu'elles aient une certaine taille, aller voir la comptabilité de nos concurrents. Voilà, hein, j'ai un peu simplifié, l'approche, financière, quoique j'ai fait une rajoute cette année-ci et j'ai essayé de vous montrer dans, un bilan et un compte de résultats où se trouvaient chacun des, montants à prendre. Comme ça, vous pourrez, voilà, j'avais, un problème les années précédentes, les étudiants avaient du mal à l'appliquer dans la réalité et donc j'ai été vous chercher un vrai bilan. Enfin, il est vide, hein, et un vrai compte de résultats, et pour vous montrer où se trouvent tous les chiffres dont on va parler. Très bien. Alors, rentabilité des capitaux propres ou rentabilité pour l'actionnaire, hein, c'est RCP pour rentabilité des capitaux propres, et ça va être le résultat net, hein, qu'on met ici RN, sur les capitaux propres. Alors, les capitaux propres, je vous ai déjà expliqué ce que c'est, hein, c'est l'argent que les actionnaires mettent dans l'organisation, et cet argent est dit non exigible, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas dire à l'entreprise, voilà, je veux le récupérer mon argent maintenant. Non, une fois qu'ils l'ont mis dans l'organisation, cet argent appartient, entre guillemets, à la personne morale qu'est l'organisation. Voilà. Le résultat net, c'est le résultat net après impôt, hein, et finalement, c'est ce qu'on a tout en bas dans le compte de résultat, hein. C'est le résultat d'exploitation, plus le résultat financier et encore le résultat exceptionnel et auquel on a retiré les impôts, puisqu'on a un impôt sur le résultat, en Belgique et dans la plupart des endroits du monde. Voilà. Ça va nous donner un bon indicateur sur l'enrichissement de l'actionnaire, hein. L'enrichissement, mettez-le entre guillemets, hein, puisque ça nous montre ce qu'a produit l'entreprise par rapport à ce qu'ils avaient mis au départ, hein. Et donc ça, le pourcentage donné par ce, par ce ratio, hein, va vous nous dire, voilà, est-ce que hein, je reçois potentiellement quelque chose, une partie importante de ce que j'avais mis au départ. Voilà, hein. Évidemment, l'entreprise n'est pas obligée de distribuer l'entièreté de, des résultats qu'elle a fait, hein, donc on fait des bénéfices, mais on peut choisir de les distribuer ou de les réinvestir dans l'organisation. Alors, c'est une indication de l'enrichissement de l'actionnaire si jamais tout était distribué sous forme de dividendes. C'est parfois le cas, si voilà, le but est simplement de générer des dividendes sans faire grandir l'entreprise. On peut aussi faire grandir l'entreprise, c'est-à-dire ne donner à l'extrême aucun dividende et utiliser ce résultat qui a été produit pendant la période pour le réinvestir dans d'autres activités, hein. Et donc ça va augmenter les capitaux propres, hein. On va les remettre dans une rubrique sous les capitaux propres et donc finalement l'entreprise aura plus de moyens. Voilà. Et donc ce, ces moyens supplémentaires, pour autant, et là il y a toute une série d'hypothèses, mais pour autant qu'il soit réinvesti efficacement dans l'entreprise, eh ben ça va lui permettre de grandir et éventuellement de suivre la croissance d'un certain marché, hein. Puisque on a vu à quel point dans certains cas c'était important d'être leader, notamment pour
bénéficier des économies de volume les plus intéressantes par rapport à ses concurrents, hein. Et donc, si on a un marché qui grandit et que on a l'intention de continuer à bénéficier de ces économies de volume, il faut dans une certaine mesure continuer à être leader et à croître au minimum à la même vitesse que le marché. Voilà. Alors, je vous ai rajouté des choses ici. Si le levier d'endettement est constant, alors c'est quoi le levier d'endettement? C'est finalement le rapport entre la quantité de capitaux propres, excusez-moi, et la quantité d'argent que j'ai été emprunté à la banque, hein, la dette financière. Et ben, dans une entreprise, en général, les actionnaires apportent une certaine partie de l'argent, et puis pour compléter, on va à la banque et on dit, ben voilà, nous on a déjà mis, hein, ben dans l'exemple que j'ai mis ici, nous on a déjà mis 10 000 sur la table pour créer cette entreprise A, est-ce que vous voulez bien nous prêter 10 000, dont on évidemment vous payera les intérêts, hein, pour compléter hein, l'achat de nos actifs et générer notre chiffre d'affaires. Alors, pour autant qu'on ait une efficacité constante des actifs, c'est-à-dire que, et c'est pas toujours le cas évidemment, mais c'est l'hypothèse qu'on va mettre ici, que l'argent que je vais générer dans mes bénéfices, si je rachète des actifs supplémentaires avec, eh ben, ça veut dire que je vais probablement, en tout cas c'est l'hypothèse, produire un résultat qui sera proportionnel, un chiffre d'affaires et un résultat qui sera proportionnel à cette quantité d'actifs supplémentaires que j'ai acheté. Bon, ça c'est loin d'être une hypothèse qui se vérifie toujours, mais donc on peut dire qu'en moyenne c'est plus ou moins ça. Hein. Donc, dans l'exemple, 10 000 de capitaux propres, 10 000 de dettes financières, donc 20 000 avec lesquels on va acheter des actifs et on va réaliser 50 000 euros de chiffre d'affaires avec ça. 50 000 euros de chiffre d'affaires, dont 5 000 euros de résultat net, soit un bon, hein, une bonne rentabilité des capitaux propres, puisque hein, pour un investissement de 10 000, je vais créer 5 000. Hein, c'est pas mal ça. Hein, moi, j'investirais bien dans l'entreprise A. Hein, elle a l'air de bien fonctionner. Et elle fonctionne tellement bien qu'elle décide de réinvestir entièrement son profit. Hein. Et l'illustration, c'est que si elle réinvestit 5 000, donc on va avoir 5 000 en plus dans les capitaux propres, donc 15 000 de capitaux propres, eh ben, si elle garde le même levier d'endettement, eh ben, elle peut retourner à sa banque et dire, dites, on a fait 5 000, on a mis 5 000 en plus dans nos capitaux propres, est-ce que vous voulez bien nous prêter 5 000 supplémentaires? Hein. Et si le banquier est cohérent avec sa politique d'investissement, eh ben, il va dire oui. Et donc, vous n'aurez plus 20 000, mais vous aurez 30 000 hein, au passif. Hein, donc 15 000 de capitaux propres plus 15 000 de dettes financières. Avec ces 30 000, eh ben, vous allez pouvoir, pour autant qu'il y ait un maintien de l'efficacité des actifs, hein, générer toujours un chiffre d'affaires, et cette fois-ci supplémentaire, puisque vous en avez un tiers en plus, eh ben, vous allez pouvoir générer un tiers de chiffre d'affaires en plus, soit 75 000 euros, et donc un résultat net de 7 500 euros, et ainsi de suite. Donc j'arrive à croître à un certain rythme. Voilà, ça c'est pour la rentabilité des capitaux propres. Alors voici une partie du bilan. Attendez, excusez-moi. À gauche, il y a le compte des résultats et à droite, il y a une partie du passif. Voilà, une partie du bilan et du passif. Pour vous montrer simplement où est-ce que je vais aller chercher ce résultat net. Alors le résultat net, je vais le chercher dans le compte de résultats. Et vous voyez, je l'ai mis en bas à gauche, en rouge, bénéfice ou perte de l'exercice. Hein. Et ça, c'est ce qu'on appelle le résultat net, qui est donc finalement hein, la somme, enfin le produit, c'est la somme des produits moins la somme des charges. Hein, c'est ça.
duquel on a retiré les impôts encore. Euh, Alors, oui, je vous ai mis l'entête ici de la Banque Carrefour des entreprises. Donc, c'est le site sur lequel vous pouvez retrouver, hein, vous voyez ici, par numéro d'entreprise ou même par nom, si vous avez le nom d'un concurrent, quoi, vous pouvez taper son nom pour avoir directement l'ensemble des entreprises qui ont ça dans leur nom, etc. Éventuellement même par activité, voir s'il y a des concurrents donc, que vous ne connaissiez pas, etc., etc. Voilà, ça c'est pour la source de l'information. Ensuite, on a les capitaux propres. Et les capitaux propres, ils sont tout en haut à droite dans mon bilan, hein. Et c'est marqué tel quel, capitaux propres. Donc je peux recopier le montant qui est là, hein, et qui comprend toute une série de choses, hein, dans ces capitaux propres. Très très bien. Voilà. Donc, suivre la croissance du marché, avec le petit exemple, maintenant on a compris à quel point si on réinvestissait les dividendes dans l'entreprise, on allait pouvoir faire croître cette entreprise. Et on a compris, suite aux thématiques de volume, comme quoi c'était important d'être leader du marché pour pouvoir avoir les économies de volume les plus importantes. Et donc, ce ratio va me donner une indication, hein, de savoir si je suis capable, sans investissement supplémentaire, de suivre ou même au mieux d'augmenter ma part de marché, hein, dans ma dynamique concurrentielle. Alors ça, c'est vrai si l'augmentation du taux de marché est inférieure à ma rentabilité des capitaux propres. Si c'est l'inverse, si le marché croît plus vite que ma rentabilité des capitaux propres, là, je dois commencer à faire attention. Et idéalement, enfin ça dépend des cas, mais je voudrais pouvoir en tout cas analyser le fait de réinvestir de l'argent supplémentaire dans cette activité pour pouvoir conserver ma capacité à être leader. Sinon, je vais perdre des parts de marché et ça, on sait que, en tout cas dans certaines stratégies, c'est un danger. La rentabilité des capitaux propres, on peut la diviser en trois parties. Ces trois parties vont chacune représenter un endroit possible pour créer de la valeur. Alors cette valeur, elle peut être créée à partir d'investissements financiers, d'investissements exceptionnels, ou elle peut être créée à partir d'un impôt particulièrement faible, par exemple. Ok. Ça, c'est ce que je vais, hein, pouvoir analyser les trois ensemble, hein. Je ne sais pas dans un premier temps faire la différence entre ces trois choses-là, mais on sent que ce sont des choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec le business de l'entreprise, hein. C'est simplement si j'ai fait des investissements financiers sur le côté, enfin sauf si je suis un investisseur, enfin une entreprise qui fait des investissements de manière professionnelle, hein. Des choses exceptionnelles, ce serait la revente d'une usine qui n'arrive qu'une fois ou des choses comme ça, hein. Et donc ça n'a pas grand-chose à voir avec le business. Et si je crée de la valeur qui vient de là, ben, tant mieux pour mes actionnaires. Mais ça ne veut pas dire que j'ai un bon business. Ça veut dire que j'ai fait quelque chose sur le côté qui a influencé, hein, mes comptes. Voilà. Par contre, la rentabilité économique, ça c'est réellement, hein, le business de mon entreprise et voir s'il est productif ou pas. Si le business de mon entreprise crée de la valeur. Et puis la troisième partie, ce sera ce qu'on appelle le levier financier, hein. C'est une composante qui me montre si j'ai été capable d'emprunter à bon compte de l'argent pour en faire quelque chose d'utile. Voilà. Pour mathématiquement passer de la formule résultat net sur capitaux propres à ces trois différentes équations, on a vu qu'on va rajouter résultat d'exploitation sur résultat d'exploitation. Ça fait 1, donc c'est très bien, on peut le rajouter dans l'équation. Et l'actif économique net sur l'actif économique net
ça tombe bien parce que ça fait 1 aussi. Et donc, en séparant les choses, j'aurai 3 ratios qui se multiplient l'un l'autre. Alors, mon résultat d'exploitation, on parle parfois d'EBIT, c'est une appellation anglophone qui veut dire Earning Before Interest and Tax. Et moi, je trouve que ça sonne très bien, EBIT. Hein, ici, on dit résultat d'exploitation, mais c'est très bien. C'est finalement le résultat, oui, ben ça c'est né, donc c'est produit moins charge dans mon compte de résultat, mais je ne tiens pas compte de mes résultats financiers, ni de mes résultats exceptionnels, et pas non plus de mon impôt. Ok, donc c'est vraiment hein, le résultat d'exploitation, le résultat de mon métier hein, réel. Ensuite, l'actif économique net, ça c'est un petit peu plus compliqué. On parle parfois de capitaux investis. Hein. C'est la somme des encours nets dans les cycles d'investissement et d'exploitation. Pour faire un peu plus clair, mais on va voir après dans le bilan, ce sera limpide, hein, c'est la somme des actifs immobilisés et du besoin en fonds de roulement. Donc c'est ce que finalement, c'est ce que j'ai besoin pour faire tourner mon entreprise. Voilà le besoin financier nécessaire au fait de faire tourner mon entreprise. Alors, voici, vous avez donc toujours à gauche mon compte de résultat et à droite mon passif. Ici, je vous prends le compte de résultat à gauche pour vous montrer comment calculer le résultat d'exploitation. Euh, pour ceux qui ont déjà dans le passé vu pas mal de bilans, faites attention que historiquement, on mettait sous une rubrique différente les charges et les produits d'exploitation, on disait exceptionnels. Maintenant, on les appelle non récurrents, ça revient au même. Mais et donc, il faut bien retirer ça de mon bénéfice d'exploitation pour avoir le résultat d'exploitation tel qu'il était pensé dans ce ratio. Voilà. Donc ça, c'était pour le résultat d'exploitation. Voilà. Et pour l'actif économique net, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. Donc ça va être les actifs immobilisés plus le besoin en fonds de roulement. Alors commençons par définir le besoin en fonds de roulement. Hein. Ça va être tout ce qu'on a besoin pour faire fonctionner l'entreprise. Donc c'est ce qu'on appelle les actifs circulants, hein, que ce soit la créance ou les stocks, etc. Hein, ça circule dans l'entreprise, mais on a besoin d'en avoir un minimum hein, pour pouvoir voilà, faire des démonstrations, vendre, attendre que le client paye et ce genre de choses-là. On va quand même retirer de ça les dettes commerciales, hein, puisque ça c'est quand nos fournisseurs, eux, attendent finalement qu'on paye. Et donc ça nous crée du cash flow disponible. Hein, donc ça, l'un moins l'autre, ça fera mon besoin de fonds de roulement. Et ce besoin de fonds de roulement, je vais l'additionner à mes actifs immobilisés. Donc c'est la valeur immobilisée en patrimoine que j'ai dans mon entreprise. Et ça fera mon actif économique net. Mais donc on voit que en 2-3 calculs, on peut tout à fait arriver à avoir ce montant relativement facilement. C'est le plus compliqué, l'actif économique net. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce premier ratio, hein, résultat net sur résultat d'exploitation. Donc, ce ratio, s'il est important, il va nous montrer qu'il y a des choses qui n'ont rien à voir avec mon business et qui explique une partie de la rentabilité des capitaux propres. Donc, comme je l'ai déjà dit, ça peut être soit des investissements financiers, soit des investissements ou des charges exceptionnelles, un truc voilà, typiquement la revente d'un actif, soit des impôts
qui pour une raison ou une autre sont disproportionnés par rapport à l'habitude. Ou ça peut être aussi, hein, si vous comparez des entreprises qui sont sur des pays différents, ben, il y a des pays où on doit payer plus d'impôts que d'autres. Voilà, hein. Je n'irai pas plus loin dans ce ratio. Il est évident que si vous voyez que ça fait une part importante de l'explication de la rentabilité des capitaux propres, eh ben, il faut aller voir plus en avant. Je vais peut-être revenir un coup en arrière. Voilà, ici, il faut aller voir plus en avant ce qui s'est passé ici dans mon compte de résultats, notamment avec les produits financiers, par exemple, ou avec les charges et les produits exceptionnels, et se dire, voilà, est-ce que là, il s'est passé un truc un peu bizarre, et vous pouvez faire un ratio avec juste ça pour pouvoir comparer ça, hein, avec d'autres organisations. Voilà. Alors, le résultat d'exploitation sur l'actif économique net, ça c'est la rentabilité économique. Celui-là, il va nous intéresser très fort. Parce que c'est finalement, alors, on espère qu'il est plutôt bon ce ratio, parce que ça veut dire que mon métier, mon organisation, dans son métier, elle crée de la valeur, hein. Donc, sa capacité à générer de la marge avec son métier. Hein. Une autre manière de le dire, c'est la pertinence de mon modèle économique. Est-ce que j'apporte de la valeur économique? Alors, ça n'intègre pas du tout la notion de risque qu'on verra dans le troisième ratio, mais voilà, on peut se dire qu'on a envie d'améliorer ce ratio, ce qui serait tout à fait légitime, puisqu'on a en principe envie de faire une organisation qui apporte de la valeur. Alors, soit on peut augmenter le résultat d'exploitation, hein, sous n'importe quelle forme. Mais attention, on va aussi modifier ce ratio si on diminue l'actif économique net. Alors, ça parfois, ça peut faire, c'est quelque chose qui mérite parfois d'être analysé, parce que hein, on pourrait avoir un actif qui soit sous-évalué, hein. D'ailleurs, c'est souvent le cas des immeubles, hein. Si vous voulez, un immeuble, vous pouvez l'amortir hein, sur 20 ans, ça, la loi l'accepte. Et puis, ben, vous n'avez pas forcément envie de le revaloriser, parce que ça voudrait dire que vous devriez payer des impôts, hein. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous allez éviter de faire. Et alors du coup, bah, ça modifie votre ratio. Et ça, c'est peut-être pas... bon, on fait avec ce qu'on a, hein, la comptabilité générale. Ça aurait été mieux, évidemment, d'avoir une comptabilité analytique. Là, à ce moment-là, vous pouvez hein, faire des revalorisations sans payer d'impôts. Vous faites ça juste pour avoir le bon chiffre. Hein, mais vous n'avez pas accès, enfin en tout cas en général pas accès aux comptabilités analytiques de vos concurrents. Très très bien. Troisième ratio, l'effet de levier financier. Alors si il est important ce ratio, ça veut dire qu'on a plus d'actifs, hein, actifs économiques nets, on a plus d'actifs économiques nets que de capitaux propres. Et donc ça veut dire que ces actifs économiques, ils ont été financés par autre chose que ces capitaux propres, puisque en principe, actif égale à passif. Et donc, si ils ont été financés par autre chose, c'est qu'ils ont été financés par de la dette, par un emprunt à ma banque. Et pour autant que le loyer que je donne pour l'emprunt de cet argent à ma banque soit inférieur à ma rentabilité économique, eh ben ça va faire un effet de levier et ça va me permettre d'augmenter la rentabilité des capitaux propres pour mes actionnaires, puisque ils vont devoir mettre moins d'argent au départ et une partie de l'argent qu'ils auront emprunté à la banque va, bien sûr, l'intérêt de l'utilisation de cet argent va servir à rembourser l'intérêt à la banque, mais s'il y a plus que ça, eh ben, ça va venir se rajouter sur leur rentabilité, hein, et ça, c'est assez intéressant. Alors ça peut aussi se transformer en effet de massue, et ça c'est très dangereux, hein. C'est si jamais la rentabilité économique de votre entreprise
devient inférieur au coût de l'endettement, hein, au taux d'emprunt, au taux d'intérêt, excusez-moi, de la dette. Hein, et alors là, c'est catastrophique, évidemment. Hein. Mais bon, voilà. En général, vous gagnez plus d'argent que, ce que la banque vous demande comme intérêt, hein, si tout va bien, et donc vous avez un effet multiplicateur sur la rentabilité, économique. Alors ça augmente aussi le risque, on l'a vu pourquoi avec l'effet de massue, hein, et donc il faut, hein, il y a un ratio, voilà, maximum, où on se dit: «Oui, là, c'est bon, on fait des bonnes affaires». Au-delà d'un certain ratio, on commence à se dire: «Ouh là, si jamais il y a un petit gravier dans la mécanique de, l'organisation, et ben, bam, on n'est plus capable de payer nos intérêts et c'est la faillite». Hein. Donc voilà, ratio qu'il est tout à fait intéressant de comparer pour savoir, quelle est la prise de risque que prend chaque, organisation. À titre d'exemple, je vous mets ici 3 entreprises qui ont la même rentabilité sur capitaux propres de 10, hein. Vous voyez, ici, par contre, qu'elles ont, des ratios, intermédiaires très différents, et on va regarder un petit peu quelle entreprise correspond à, quel profil ici en bas. Alors, premier profil, la maîtrise du modèle économique n'est pas mauvaise. Hein, je vous rappelle que la maîtrise du modèle économique, c'est résultat d'exploitation, excusez-moi, sur actif économique net. Hein, donc elle n'est pas mauvaise, celle-là. Ok, on fait du bon business. Elle mobilise un fort effet multiplicateur du levier. Hein. L'actif économique net étant financé à moins de 10% par les capitaux propres et à plus de 90% par des dettes. Hein. Et donc ça, c'est le dernier indicateur, actif économique net sur capitaux propres, et on voit là que B a un ratio de 11, donc c'est bien ça, hein, 90% par des dettes. Hein, ça veut dire que l'actif de l'entreprise est 11 fois supérieur à ce qu'ont mis les actionnaires au départ. Alors évidemment, là, hein, ça c'est un gros effet de levier. Alors évidemment, qui dit gros effet de levier dit gros risque, hein, et probablement, en tout cas, de gros coûts en intérêt. Enfin, maintenant, pour l'instant, le taux d'intérêt est relativement faible, dû à la conjoncture économique, mais il peut être plus élevé, hein, et donc ça, il faut quand même rembourser à la banque. Alors, ça reste hein, il faut voir parfois dans le plus de détails, ça reste un indicateur en tout cas d'un fort effet de levier. Hein. Il faut parfois aller un peu plus dans la granularité, excusez-moi, granularité, hein, et aller vérifier cette hypothèse. Mais en tout cas, s'il y a une bonne hypothèse, hein, d'un effet de levier important dû à une prise de risque. Voilà, donc ça c'est bien l'entreprise B. Deuxième profil semble présenter le meilleur profil. Ah bon? Elle affiche d'une part une rentabilité économique très importante, ce qui sous-tend potentiellement l'existence de compétences fondamentales ou de capacités organisationnelles à l'origine d'un avantage concurrentiel fort. Alors, l'avantage, concurrentiel fort, eh ben, il va me mener à un résultat d'exploitation sur un actif économique net élevé, hein, donc ce sera probablement la C. Continuons. Par ailleurs, son endettement très faible, voire nul, et ben là, c'est carrément la C. On voit que son effet de levier est de 1, ça veut dire que, en gros, tout a été financé avec des capitaux propres. Rien n'a fait l'objet d'un emprunt. C'est bien sûr une hypothèse qu'il faut vérifier, mais voilà. Et donc pas de risque, puisque hein, je vous rappelle que les capitaux propres sont non exigibles, on n'est jamais obligé de les rembourser. Alors, troisième entreprise, on se doute bien que c'est la A, hein, mais voilà, endettement relativement modéré, ce qui induit un risque réduit de même que des charges financières potentiellement modérées, mais la rentabilité économique de son activité reste assez faible. Bah oui, en fait, ce qui se passe ici, hein, c'est que
tout est dû, enfin une grosse partie des choses sont dues à des éléments exceptionnels. 132%, hein, et donc ça, il faut absolument approfondir. Hein, il faut aller voir si ça vient de quelque chose d'exceptionnel. Est-ce que ça vient d'un investissement financier? Est-ce que ça vient d'un, je sais pas moi, retour sur impôt? Mais ça vient de quelque chose d'externe au métier de l'entreprise, ça c'est sûr. Alors c'est intéressant de mettre ça sur un graphe où on va mettre la rentabilité économique par rapport à l'effet de levier. Hein. Le troisième, les éléments externes, sont moins importants pour analyser mes concurrents. Finalement, si c'est un élément externe, c'est pas quelque chose qui va se reproduire dans le futur. Et donc on voit la firme C qui a misé tout sur la rentabilité économique, donc très saine entreprise, sans effet de levier, et la firme B, hein, entreprise relativement saine également, mais avec un énorme endettement, hein, et donc pas mal de risques, hein, qui misent tout sur l'effet de levier. Très très bien. Oui, et la troisième entreprise, j'ai oublié de le dire, hein, la firme A, ben, en fait, c'est pas une firme dans laquelle il faut investir, hein, ça c'est, il se passe un truc bizarre. En tout cas, on voit pas de stratégie en termes d'effet de levier ou de grosse création de valeur intrinsèque. Allons-y un peu plus dans la rentabilité économique. Donc c'est bien, hein, finalement, c'est le métier de l'entreprise qu'on va vouloir analyser. Hein. Le reste, ça reste des mécaniques autres que la valeur de l'organisation réellement, autres que stratégiques. Et donc, en approfondissant ça, on peut développer un nouvel indicateur qui serait le chiffre d'affaires. Alors, le chiffre d'affaires, on va le trouver très facilement dans le compte de résultats. Il y a une rubrique qui s'appelle chiffre d'affaires, donc ça va pas être un problème. Et ça va nous permettre de faire deux ratios. Le premier, la performance commerciale, donc qui serait le résultat d'exploitation sur le chiffre d'affaires. Et donc ça nous permettra de voir quelle est la part du chiffre d'affaires qui est de la marge, hein, qui est du profit. Hein. Donc ça va nous faire une mesure de notre efficacité à produire du profit. Hein, et donc fatalement, hein, on retrouve la base, hein, pour le profit, c'est-à-dire chiffre d'affaires moins coût, donc une gestion commune d'un bon chiffre d'affaires de faible coût. Et deuxième indicateur, l'efficacité des actifs, c'est-à-dire le chiffre d'affaires sur les actifs économiques. Et ça, finalement, c'est une bonne mesure des économies d'échelle que je vais faire, hein, finalement de l'efficacité avec laquelle je vais utiliser mes actifs pour vendre des choses. Hein. Et donc, ce sera une forme de mesure de mes économies d'échelle. Alors, on va pouvoir, et la beauté de ce modèle de l'analyse de la performance, c'est que grâce à ces chiffres-là, on va pouvoir voir à quel type de stratégie une organisation est en train de s'adonner, ou en tout cas avoir de bons indices, hein, sur le type de stratégie. Alors oui, je vous avais dit que je vous montrais ça sur le bilan. Vous voyez bien, en haut à gauche, je l'ai mis en vert. Hein, vous avez le chiffre d'affaires. Il est tel quel. Hein, je recopie ce qu'il y a en 70. Là, bam, c'est mon chiffre d'affaires. Hein. Les autres, je les avais déjà. Très bien. Oui, ça j'en ai pas besoin, ça, j'avais déjà. Voilà. Bon, mon analyse conjointe, donc des deux ratios. Hein. Si j'ai une performance commerciale élevée et un taux des rotations, excusez-moi, et un taux de rotation des actifs faible, à ce moment-là, ça veut probablement dire que j'ai une stratégie de différenciation vers le haut ou que du moins j'ai pas de pression sur les prix et donc voilà une possibilité de, hein, faire une grosse marge, hein, sans devoir
comment dire, user de manière intensive et économique mes actifs. Et donc là, je serai probablement dans un environnement spécialisé ou du moins au minimum fragmenté, mais avec une bonne stratégie de différenciation actuelle, hein. On a vu que en environnement fragmenté, ils étaient sujets au changement et donc mes facteurs clés de succès n'étaient que temporaires. Mais si j'ai ça, ça veut dire que mon facteur clé de succès temporaire, je le maîtrise bien, que je me suis bien adapté à mon environnement. Je peux aussi avoir une performance commerciale faible avec un taux de rotation des actifs élevé. Ici, il s'agit typiquement d'une stratégie de domination par les coûts. Euh, En tout cas, si j'ai une bonne rentabilité totale. Il pourrait aussi s'agir d'une forte pression sur les prix, hein, avec une difficulté à se différencier. À ce moment-là, je serais plutôt dans une impasse, hein, mais ça, c'est si ma rentabilité totale n'est pas bonne. Voilà. Donc on comprend bien que si j'utilise bien mes actifs avec des bonnes économies d'échelle et que ça, bon, malheureusement, ça ne me permet pas toujours de faire une grosse marge, et ça on l'a vu dans les systèmes de volume. Mais donc, simplement avec ces deux chiffres, je vais pouvoir me dire, ah, lui, il est plus dans la domination par les coûts. C'est toujours à faire en comparatif avec vos concurrents. Si les deux sont au beau fixe, c'est l'idéal entre nous. Ça veut dire que je crée beaucoup de valeur et que j'ai une performance commerciale élevée et un taux de rotation des actifs élevé. Probablement que je suis dans une stratégie de la valeur réussie, c'est-à-dire que non seulement j'ai des économies de volume, mais en plus je suis bien différencié pour une cible spécifique, hein. On est un petit peu dans un système entre le volume et le spécialisé, hein, et donc on sera bien dans une stratégie hybride ou une stratégie de la valeur. Si par contre, évidemment, mes deux indicateurs sont faibles, ça veut dire entre nous que j'ai pas un bon business, que je crée pas de valeur, hein, puisque si les deux sont élevés, ça veut dire forcément que mon métier ne crée pas de valeur. Je peux avoir plusieurs hypothèses dans ce cas-là, hein, notamment le fait d'être dans une impasse ou en tout cas de ne pas très bien maîtriser mes coûts, ça c'est sûr. Voilà. Euh, eh ben c'est quand même pas mal, hein. Donc avec ces deux chiffres qui sont relativement faciles à produire avec n'importe quel euh, document de fin d'exercice comptable, eh ben je peux avoir une bonne idée de savoir comment se positionnent mes différents concurrents sur mon marché. On peut aussi représenter ça graphiquement et ça permet simplement de visualiser rapidement les hypothèses de positionnement de moi et de mes concurrents, hein. Avec, si on met la rotation des actifs en abscisse et la performance commerciale en ordonnée, avec en bas à droite ceux qui recherchent plutôt un effet de volume et en haut à gauche ceux qui recherchent plutôt une spécialisation et un effet de marge. Et alors évidemment l'idéal, hein, d'être en haut à droite, là c'est bingo, ceux qui recherchent des dynamiques de valeur et qui réussissent évidemment. Alors, allons un coup plus loin dans l'analyse de la performance commerciale en rajoutant une notion qui est celle de la valeur ajoutée. Alors la valeur ajoutée, c'est la même qu'on voit dans la taxe sur la valeur ajoutée, hein. Donc c'est simplement le supplément de valeur donné aux biens et aux services en provenance de tiers. Donc vous avez ce que vous achetez qui est finalement vos consommations intermédiaires et ce que vous vendez qui est votre chiffre d'affaires. Et chiffre d'affaires moins ce que vous avez consommé, ça donne la valeur ajoutée que vous allez faire. On ne compte pas ce qui est salaire, amortissement, dépréciation là-dedans. C'est simplement, hein, finalement, pour un commerçant, c'est très facile, hein, c'est la différence entre son prix d'achat et son prix de vente, basta.
Très bien. On peut se dire, grâce à cette nouvelle notion de valeur ajoutée, que la marge peut venir de deux endroits différents. Elle peut venir soit d'une maîtrise des charges de personnel, d'amortissement ou de dépréciation, hein, voire aussi une bonne maîtrise des charges de personnel pourrait aussi être faite en sous-traitant une partie des choses. Hein. Euh, et donc, si je veux savoir si ça vient exactement de mon amortissement, de mes charges de personnel ou de mes dépréciations, etc., je vais devoir évidemment aller faire des ratios plus fins que je ne vais pas documenter ici dans ce cours d'introduction. Mais donc, évidemment, je peux aller voir plus précisément d'où ça vient. Mais donc, je sais que si mon ratio de résultat d'exploitation sur la valeur ajoutée est bon, ça veut dire que forcément, enfin qui est bon, est gros et important, et plus grand que 1, ça veut dire que forcément, ce sont des choses qui ne font pas partie de mes consommations, de la différence entre chiffre d'affaires et consommation intermédiaire, qui explique cette performance, et donc ça va être forcément soit des frais personnels, d'amortissement ou de dépréciation. Si, au contraire, c'est le ratio valeur ajoutée sur chiffre d'affaires qui est bon, eh ben, ça va, si ce ratio est élevé, ça va montrer que je maîtrise très très bien mes charges externes et éventuellement que j'ai une bonne maîtrise de ces charges externes par une bonne intégration dans ma filière. A contrario, si j'ai un ratio mauvais, ça veut dire que c'est pas évident d'acheter à bon compte un mes tiers, donc j'ai une mauvaise maîtrise de ces charges d'achat. Voilà, donc ça me donne un petit peu d'informations en plus quant à ma performance commerciale et d'où elle provient. Est-ce que ça provient de mon cycle achat-vente ou est-ce que ça provient de ma meilleure manière souvent de gérer les charges de personnel ou même d'amortissement. Attention avec l'amortissement, parfois il ne faut pas oublier que cet amortissement c'est indicatif, ça ne reflète pas l'usure réelle, c'est une usure hypothétique et linéaire, et donc parfois il faut prendre ça avec des pincettes. Oui, la valeur ajoutée, ici, je l'ai rajouté en mauve là en haut à gauche, ce sera bien mon chiffre d'affaires moins l'approvisionnement, marchandises, services et biens divers. Et vous voyez tout ce qui est en dessous, tout ce qui est en dessous, c'est ce qui peut aussi expliquer finalement mon résultat opérationnel. Analysons encore l'efficacité des actifs. Pour ça, on va faire apparaître un nouvel indicateur qui est simplement les immobilisations. Ça va pas être très compliqué à trouver. Et donc, comment dire? Là, oui, l'importance de ces immobilisations, c'est simplement savoir si j'ai beaucoup d'actifs immobilisés, c'est souvent des bâtiments, des choses qui coûtent bien cher, ça peut être des véhicules aussi, mais voilà, je vous réfère à votre cours de comptabilité. Donc, deux origines possibles de la rotation des actifs, soit avec l'indicateur chiffre d'affaires sur immobilisation. Ça va m'indiquer ce qu'on appelle le taux de rotation des immobilisations. Ça veut dire finalement, est-ce que je suis capable de faire beaucoup de chiffres d'affaires avec peu d'immobilisation. Et, ça va être un bon indicateur de la productivité de ces immobilisations.
Ouais, bah, pas de grand-chose à dire de plus là-dessus. Sinon, j'ai aussi l'immobilisation, enfin les actifs immobilisés sur l'actif économique net. Et donc ici, ça va mesurer fin simplement euh, l'intensité capitalistique. Alors il est clair que si j'ai un service, eh ben, je vais avoir peu d'immobilisation par rapport à l'ensemble de mes actifs économiques nets, puisque voilà, j'ai pas vraiment d'usine, on va dire ça comme ça, tandis que dans l'industrie, j'ai souvent des gros investissements très lourds, et donc là, mes immobilisations vont être plus importantes par rapport à l'actif économique net. Donc voilà, sans plus d'informations sur cette partie-là qui n'est pas la plus intéressante, hein, ça me permet voilà, de savoir en gros si j'ai un service ou une activité plutôt orientée vers le service ou une activité plutôt augmentée vers l'industrie. Ah, donc ça me permet aussi de savoir finalement est-ce que je vais avoir une grosse proportion de coûts fixes ou une grosse proportion de coûts variables, hein. Hein, et finalement, savoir si j'utilise bien ces actifs, hein, s'il y a une bonne rotation. Alors voilà, c'est en haut à gauche, hein, je l'avais déjà mis en bleu, donc je l'ai laissé là, hein, mais donc il y a une rubrique actifs immobilisés, hein, que vous pouvez, c'est la classe 2, tout ce qui est dans la classe 2, c'est bon. Très, très bien. Alors, on en arrive à notre modèle synthétique, qui est finalement la rentabilité des capitaux propres, c'est une multiplication de plein de choses, hein. Et en fonction de qu'est-ce qui participe le plus à cette rentabilité des capitaux propres, je vais pouvoir avoir une bonne idée sur où est-ce que je crée de la valeur dans mon organisation. Et donc, si je sais où je crée de la valeur, je peux faire le lien avec le type de stratégie et le type d'environnement de mon organisation. Et aussi ce à quoi je fais, ce que je fais mieux que mes concurrents, hein. Et ça, c'est toujours important de savoir ce qu'on fait mieux, hein. Ça permet d'avoir, avec des outils disponibles pour tout le monde, une idée de d'où se trouvent les facteurs clés de succès de mes concurrents et les miens. Voilà, je vous remercie bien pour votre attention et oh mais non, j'en ai encore, je pensais avoir fini, je vais pas rester longtemps sur ce slide. C'est juste à titre indicatif. Si jamais vous avez à analyser une comptabilité qui n'est pas belge mais qui est anglo-saxonne, hein, ben voilà, les petits noms vont changer. Et attention, on ne met pas forcément les mêmes choses au même endroit. Ouais, il y a des petites différences. Et donc ça pique un peu au niveau d'un peu plus de complexité. Donc c'est un peu plus compliqué si vous devez faire cette étude au niveau international. Il y a heureusement des normes comptables internationales qui permettent voilà, pour autant que l'entreprise soit suffisamment grande et documente sa comptabilité de cette manière-là, eh ben, de pouvoir comparer des pommes avec des pommes. Donc voilà, pour information. Voilà, maintenant je peux vous dire à la semaine prochaine.